Lorsque le milieu des motards allemands s'est embrasé dans un bain de sang en 2009, un nom allait marquer un tournant décisif, Timur Akbulut. Né et élevé en Allemagne, pratiquant d'arts martiaux mixtes et aspirant Hells Angels, les actions d'Akbulut ont bouleversé l'équilibre des forces entre les Angels et leurs rivaux, les Bandidos. Son procès a fait la une des journaux. Sa condamnation a provoqué un véritable séisme dans le crime organisé. Son histoire a mis en lumière la frontière floue entre sport, violence et statut social au sein des gangs de motards hors la loi européens. Ce qui suit est une reconstitution factuelle de ces événements, de leur contexte et du monde qui les a rendus inévitables. Naissance, enfance et origine. Chaque histoire de violence a un début en apparence banal. Pour Timur Akbulut, ce début se situe en Allemagne, où les registres publics et les bases de données sur les sports de combat indiquent son lieu de naissance. Son nom apparaît pour la première fois dans le milieu des arts martiaux, mixtes allemands, au milieu des années 2000, mais bien avant le ring et les gros titres. Il était un enfant de l'Europe post-immigration, ayant grandi dans des quartiers façonnés par des familles turques et balkaniques, arrivées dans les années 1970 et 1980 en quête de travail, non de notoriété. L'Allemagne de ces années-là était un monde de contrastes. Les enfants des travailleurs immigrés apprenaient la discipline auprès de leurs parents, employés dans les usines et les entrepôts, mais ils grandissaient aussi dans des rues où l'identité nationale s'estompait et où les tensions étaient vives. Entre les immeubles en béton de Duisbourg, Essen et Cologne, une nouvelle sous-culture se formait. Des groupes de hip-hop, des salles de combat et en marge, des bandes de motards recrutant des jeunes hommes en quête d'appartenance et de pouvoir. L'héritage turc d'Akbulut l'inscrivait au cœur de cette mosaïque. Les archives de la police allemande et les comptes rendus judiciaires le décrivirent plus tard comme un germano-turc, un terme souvent employé pour désigner les immigrés de deuxième génération qui conciliaient deux identités, l'éducation allemande et la structure familiale turque. À la fin de son adolescence, il était déjà connu pour sa force physique et sa fascination pour les sports de combat. Les salles de sport de la Ruhr, de petits sous-sols éclairés au néon, imprégnés d'odeurs de sueur et de résine, devinrent son premier terrain d'entraînement. Des entraîneurs y formèrent des boxeurs le jour et des bagarreurs de rue la nuit. Au sein de cette culture hybride, il trouva ce que beaucoup de jeunes hommes en quête de repères à cette époque trouvèrent. Un sentiment de contrôle, un code de loyauté et un espace où l'agressivité était non seulement acceptée, mais aussi récompensée. Au début des années 2000, la scène européenne du MMA était rude, sans réglementation et d'une violence inouïe. Les combats se déroulaient dans des entrepôts reconvertis ou des salles de sport locales et étaient annoncés par des prospectus et des forums Internet. Lorsque Tapology a archivé les archives, Timur Akbulut affichait un palmarès professionnel de 4 victoires et 8 défaites, preuve qu'il n'était pas une star, mais un combattant acharné du circuit. Ce qui comptait, ce n'était pas les titres, mais la ténacité. Sur ces rings, il a appris à encaisser la douleur et à aller de l'avant, des leçons qui le hanteraient dans les années plus sombres qui suivraient. En dehors des salles de sport, la culture motarde allemande s'enfonçait de plus en plus dans la violence ouverte. Les Hells Angels, implantés de longue date à Hambourg et Hanovre, étendaient leur influence vers l'ouest. Les Bandidos, venus des États-Unis, gagnaient du terrain depuis d'autres États. Les bagarres de rue, les rixes dans les bars et les saisies d'armes étaient devenues monnaie courante dans les rapports de police. Pour de jeunes combattants comme Akbulut, ce monde n'était pas sans rappeler les hiérarchies, le respect et la violence comme monnaie d'échange. Le passage du statut d'athlète à celui d'espoir n'était pas brutal, mais progressif. Au moment
où son nom figurait dans les fichiers de police liés aux Hells Angels, les médias allemands avaient déjà inventé une expression pour désigner ce phénomène, dit Rockerkrieg, la guerre des motards. Cette sous-culture s'était transformée en un conflit organisé, avec des frontières territoriales tracées autour des villes, des boîtes de nuit et des routes de la drogue qui les traversaient. C'est dans ce tourbillon qu'entra en scène un combattant issu des quartiers immigrés d'Allemagne. Un homme qui savait encaisser les coups, obéir aux ordres et prouver sa loyauté par les actes. Les débuts d'Ak Bulut restent en dehors de Zortz. Ces détails, peu documentés dans les archives officielles. Aucune interview, aucune déclaration familiale, aucune trace de son parcours public avant ses années en MMA. Mais le contexte qui l'a façonné est bien connu. Le déclin industriel de la Ruhr, les enclaves ethniques qu'il a engendrées et les confréries clandestines qui ont comblé le vide. De ces quartiers ont émergé des hommes comme Timur Ak Bulut, d'abord combattant, puis hors-la-loi, tous attirés par un monde où la force pouvait redéfinir les statuts. MMA, carrière de combattant. Aujourd'hui, quand on évoque Timur Ak Bulut, c'est généralement en lien avec les Hells Angels ou la tristement célèbre fusillade de 2009. Mais avant même de porter un écusson, avant que les sirènes de police ne rythment ses nuits, son monde tournait autour de la cage, les arènes brutales et éclairées au néon de la scène underground allemande des arts martiaux mixtes, MMA. Les années 2000 ont vu l'émergence du MMA en Europe, après son essor au Japon et aux États-Unis. L'Allemagne, alors en pleine mutation, était loin d'être un centre névralgique. Les événements étaient modestes, rudimentaires et confidentiels. Les promoteurs louaient des centres communautaires ou aménageaient des entrepôts, les remplissant de grillages et de tapis de combat et construisant les cages de leurs propres mains. Les combattants venaient de clubs de boxe, d'écoles de karaté, de milieux de la lutte ou tout simplement de la rue. Les règles étaient rares, la réglementation peu contraignante et les moyens financiers quasi inexistants. Pourtant, une chose était claire pour tous les compétiteurs. La victoire était synonyme de respect et le respect de survie. Ak Bulut fit son entrée dans ce milieu jeune homme d'origine turque, déjà fort d'années d'entraînement en salle et de combats de rue. Il n'a pas été formé dans des académies sportives d'élite, ni dans des programmes olympiques. Il a évolué dans le circuit de combats brutaux et improvisés qui caractérisait la ceinture industrielle de l'ouest de l'Allemagne. Des villes comme Duisbourg, Essen et Cologne étaient parsemées de petites salles de sport où l'on enseignait les techniques de frappe le jour et où l'on organisait des combats clandestins la nuit. C'est dans ces salles qu'Ak Bulut commença à se distinguer, non pas par la gloire ou le spectaculaire, mais par son endurance hors du commun. Les entraîneurs se souviennent de lui comme d'un combattant qui encaissait les coups sans jamais reculer. Un homme qui considérait la douleur comme faisant partie intégrante du rythme, et non comme une interruption. Des bases de données comme Tapology et Sherdog ont par la suite retracé sa brève mais intense carrière professionnelle. Entre 2006 et 2008, Ak Bulut a disputé au moins une douzaine de combats officiellement enregistrés, avec 4 victoires et 8 défaites. Ces combats étaient brouillons, souvent courts et jamais faciles. Il privilégiait les échanges rapprochés. Crochet court, coude, genoux en clinch. Un style de combat qui mettait l'accent sur le cœur plutôt que sur la précision. Nombre de ces défaites ont été concédées par soumission, ce qui suggère un jeu au sol perfectible. Mais debout, il était redoutable. Ses victoires étaient généralement des KO ou des arrêts techniques, des explosions d'agressivité soudaine qui submergeaient ses adversaires. Sa carrière s'est définie non par les titres, mais par la ténacité. Dans un milieu où la plupart des combattants abandonnaient après 2 défaites, Ak Bulut continuait de s'engager. Pour l'homme qu'il devenait,
Cela comptait plus que n'importe quelle ceinture. Chaque combat était une épreuve, non pas de technique, mais d'endurance et de résistance à la peur. Et à chaque fois qu'il entrait dans la cage, il gagnait un peu plus de notoriété auprès du petit cercle, mais grandissant, de passionnés allemands de MMA qui privilégiaient la combativité au style. En dehors de l'arène, une autre scène se dessinait, plus sombre, plus prospère et bien plus séduisante. Les clubs de motards hors la loi allemands connaissaient une expansion fulgurante et les Hells Angels régnaient en maîtres. Ils disposaient de l'argent, d'une hiérarchie et d'un territoire. Et surtout, ils respectaient les hommes capables de se battre. Partout dans le pays, les salles de MMA étaient discrètement devenues des viviers de recrutement pour les organisations de motards. Des combattants étaient embauchés comme videurs, hommes de main et agents de sécurité. Pour un jeune homme en quête d'identité et de repères, le lien entre la salle de sport et le gang était évident. La transition d'Akbulut commença à cette époque. Les mêmes qualités qui le définissaient sur le ring, loyauté, férocité, refus de se rendre, étaient précisément celles que les clubs de motards, hors la loi, appréciaient. Là où le monde du MMA offrait une gloire éphémère, celui des motards proposait une fraternité durable et une stabilité financière, même si celle-ci s'accompagnait de violence. Les combattants comme lui étaient considérés comme des hommes de première ligne, utiles en temps de conflit, respectés en temps de paix. Les dernières traces de sa carrière de combattant s'évanouirent vers 2008, au moment même où la rivalité entre les Hells Angels et les Bandidos en Allemagne atteignait son apogée. L'année suivante, Akbulut quitta définitivement l'octogone pour entrer dans un monde où les combats ne s'arrêtaient plus au coup de sifflet de l'arbitre. La discipline et la fureur qu'il avait cultivées pendant des années allaient bientôt trouver un nouveau moyen d'expression, qui ferait connaître son nom bien au-delà du petit milieu des sports de combat allemands. Il n'était plus seulement un combattant, il devenait quelque chose que le ring de MMA ne pourrait jamais contenir, un homme dont la force se mesurerait non pas par des scores, mais par le bruit des coups de feu. Intégration dans le monde des motards, rockers. Au moment où Timur Akbulut a raccroché ses gants de MMA, l'atmosphère aux abords des salles de sport changeait à grands pas. Les rues d'Allemagne, notamment dans la Ruhr, se voyaient tracer des frontières invisibles, non pas par les gouvernements, mais par des clubs de motards hors la loi. Pendant des années, les Hells Angels et les Bandidos avaient coexisté dans une trêve fragile. Mais à la fin des années 2000, cet équilibre s'est rompu. Le territoire, la fierté et la lutte pour la domination avaient fait de l'Allemagne le front de ce que la presse a commencé à appeler la Rockerkrieg, la guerre des motards. Dans ce contexte, l'univers d'Akbulut s'étendit des cages aux repères de gangs. Son expérience du combat faisait de lui une recrue idéale pour les groupes qui valorisaient l'agressivité, la loyauté et le silence. Les combattants issus de ce milieu n'étaient pas que des colosses, ils étaient des symboles. Ils affichaient une grande assurance, savaient gérer les confrontations et vivaient selon des codes qui échappaient à la loi. Pour les Hells Angels, constamment aux prises avec l'influence grandissante de groupes rivaux comme les Bandidos et le Gremium MC, des hommes comme Akbulut étaient un atout précieux. Dans ce milieu, le recrutement ne se faisait ni par contrat ni par candidature. Il se faisait par le bouche à oreille. Un ami vous emmenait dans un local, une nuit à garder l'entrée d'un bar tenu par un membre affilié. Un service rendu quand personne d'autre ne voulait s'en charger. Peu à peu, discrètement, votre visage devenait familier. On vous testait non pas sur des papiers, mais sur votre patience, votre réaction face au manque de respect, votre comportement au passage de la police, votre capacité à résister à la pression. En 2008,
Akbulut était devenu aspirant, une période probatoire officielle avant d'intégrer pleinement le club de motards des Hells Angels. C'était à la fois un honneur et un piège. Les aspirants étaient les exécutants, les hommes de main. Ils s'occupèrent des courses, de la protection et parfois de tâches violentes. Leur loyauté était scrutée à la loupe. Leur obéissance était mesurée. Chaque jour était une épreuve de discipline, non pas celle qu'il avait apprise en MMA, mais celle fondée sur la hiérarchie et l'intimidation. Les sections allemandes des Hells Angels connaissaient alors une expansion fulgurante. De Hambourg et Hanovre, leur influence s'étendait jusqu'en Rhénanie du Nord-Westphalie, où vivait Akbulut. Chaque section jouissait d'une semi-autonomie, mais toutes étaient soumises à une hiérarchie interne stricte. Au sommet se trouvaient les membres, à part entière, des hommes ayant fait leurs preuves au fil des années. En dessous, les recrues, comme Akbulut, oscillaient entre appartenance et exclusion. Pour obtenir son insigne, il lui faudrait prouver non seulement sa loyauté, mais aussi son intrépidité. Et dans le monde des motards, cette preuve passait souvent par la violence. Pendant ce temps, les Bandidos MC, leurs rivaux les plus acharnés, avaient établi des fiefs dans toute l'Allemagne de l'Ouest. Les deux groupes recrutaient dans le même vivier social. Anciens combattants, agents de sécurité, migrants turcs et balkaniques, et jeunes hommes désabusés par la vie ordinaire. Leur rivalité n'était pas seulement une question de pouvoir, elle était culturelle. Chaque gang représentait une tribu, un sentiment d'identité forgé par la rébellion. Les coins de rue se transformaient en points de contrôle. Même une simple insulte pouvait déclencher des représailles à l'échelle de la ville. Dans les locaux du club, l'atmosphère était empreinte de hiérarchie et de rituels. Les murs étaient couverts d'insignes, crânes, pistons, slogans tels que « Quand on fait le bien, personne ne s'en souvient. Quand on fait le mal, personne ne l'oublie. » Les aspirants servaient les boissons, gardaient les portes et restaient silencieux. Les règles étaient absolues. Ne jamais trahir le club, ne jamais parler à la police, ne jamais céder. C'était le genre de système où le passé d'Akbulut, combattant discipliné, faisait de lui un atout précieux. Il était habitué à la hiérarchie, il savait comment étouffer toute hésitation. À l'extérieur, les médias allemands s'en emparaient. Les gros titres faisaient état de bagarres, de fusillades et d'explosions impliquant des clubs de motards. Les descentes de police permettèrent de découvrir des caches d'armes et de drogue, mais les condamnations restaient rares. Les deux camps agissaient comme des armées organisées, disciplinées, silencieuses et lourdement armées. Les rues de Duisbourg et d'Essen devinrent des zones de tension, marquées par des courses-poursuites, des embuscades et des affrontements publics entre les clubs rivaux. Pour Timur Akbulut, ce n'était plus un sport. C'était un mode de vie fondé sur la fraternité et la réputation, où la faiblesse était fatale et la loyauté une monnaie d'échange. Au sein des Hells Angels, il trouva ce que tout combattant recherche, un sentiment d'appartenance, mais à un prix auquel aucun ring ne pouvait le préparer. Moins d'1 an plus tard, sa loyauté serait mise à l'épreuve de la manière la plus publique et irréversible qui soit. Un soir d'automne, en octobre 2009, son nom passerait des affiches de combat aux unes des journaux. Le jour où son monde et celui du milieu motard allemand entreraient en collision sous les balles. Tension entre Hells Angels et Bandidos en Allemagne. En rejoignant les Hells Angels, Timur Akbulut n'intégrait pas une paisible confrérie de passionnés de moto. Il s'engageait dans l'un des conflits criminels les plus violents que l'Allemagne moderne ait jamais connu. La guerre qui s'intensifiait entre les Hells Angels et les Bandidos. Pour les observateurs extérieurs, ces clubs étaient des confréries de motards fondées sur la loyauté et la rébellion.
Mais dans les années 2000, en Allemagne, ils étaient devenus de puissantes organisations criminelles, se disputant le contrôle du territoire, de la réputation et de l'argent. Leur rivalité allait façonner le destin d'Akbulut et transformer les rues de la ville en champ de bataille. Les racines du conflit remontent au début des années 1990, lorsque les deux clubs ont entamé une expansion agressive à travers l'Europe. Les Hells Angels, fondés à Hambourg en 1973, avaient développé un véritable empire de sections disséminées dans tout le pays. Les Bandidos, initialement un groupe rival américain, sont arrivés plus tard, mais se sont rapidement implantés dans les régions industrielles de l'ouest de l'Allemagne, notamment en Rhénanie du Nord-Westphalie, la même région où Akbulut vivait et combattait. Pendant des années, les deux camps ont toléré une paix fragile. Mais avec l'arrivée dans leur rang de jeunes recrues, aux idées plus radicales, des hommes comme Akbulut, l'ancien équilibre a commencé à se rompre. Les territoires se sont chevauchés, les égos se sont affrontés et bientôt, chaque ville, de Cologne à Duisbourg, est devenue un terrain de conflit. En 2007, la situation avait dégénéré. Les rapports de police faisaient état d'embuscades nocturnes, d'incendies criminels visant les locaux des clubs et de fusillades depuis des véhicules. La presse locale a forgé le terme « Rockerkrieg », la guerre des motards. Les forces de l'ordre allemandes estimaient que les deux organisations comptaient plusieurs centaines de membres actifs, dont beaucoup étaient armés, disciplinés et organisés comme des unités paramilitaires. La violence n'était pas aléatoire, mais stratégique. Les repères des gangs n'étaient pas de simples lieux de rencontre. Ils servaient de bases opérationnelles pour des activités de sécurité, de trafic de drogue et de protection liées au monde de la nuit. Bars, clubs de striptease et tripots clandestins étaient tous sous l'influence des Angels ou des Bandidos. Posséder un territoire, c'était contrôler les revenus qui y transitaient. En Rhénanie du Nord-Westphalie, les tensions atteignirent un point critique. Les Hells Angels étaient implantés à Cologne, Hanovre et Bochum, tandis que les Bandidos régnaient sur Duisbourg, Essen et Oberhausen. La frontière entre les deux gangs était ténue. Parfois, une seule rue séparait leurs territoires respectifs. Lorsqu'un local des Hells Angels ouvrit près d'un bar des Bandidos, la police comprit que des violences étaient imminentes. Le gouvernement tenta d'intervenir. Les descentes de police se multiplièrent. Des caches d'armes furent saisies, mais chaque opération ne fit qu'exacerber l'hostilité des clubs envers l'État et entre eux. Les Bandidos accusèrent la police de favoritisme, les Angels de provocation. Pris au piège, les jeunes recrues, des hommes comme Timur Akbulut, dont la loyauté était encore mise à l'épreuve et dont l'avenir au sein de l'organisation dépendait de sa capacité à défendre le territoire. Les autorités allemandes comprirent rapidement que le conflit ne se limitait pas aux motos. Il avait dégénéré en une lutte criminelle complexe, mêlant extorsion, trafic de drogue et violence organisée. Les Angels, plus anciens et mieux structurés, se présentaient souvent comme l'élite des clubs de motards, mettant l'accent sur la discipline et les réseaux internationaux. Les Bandidos, arrivés plus récemment en Allemagne, fondaient leur image sur la contestation, une rébellion de la classe ouvrière contre la domination des Angels. Ce fossé culturel ne fit qu'attiser l'agression. La couverture médiatique a exacerbé les tensions. Les gros titres montraient des motards couverts de tatouages, escortés par la police jusque dans les tribunaux, les couleurs de leur club dissimulées sous leurs vestes. Chaque arrestation ou condamnation semblait renforcer et non affaiblir leur légende. Les jeunes hommes les voyaient comme des symboles de liberté, de fraternité et de rébellion courageuse contre l'autorité. Le recrutement a explosé. À la fin des années 2000, les rues de Duisbourg étaient devenues une véritable poudrière.
Des rapports de 2008 font état de multiples agressions entre membres des deux clubs, d'attaques au couteau dans les bars locaux et de fusillades depuis des véhicules. Les services de renseignement de la police avaient prévenu qu'une violence majeure était imminente. Dans le milieu motard, tout le monde savait ce que cela signifiait. Tôt ou tard, quelqu'un allait mourir. Au sein des Hells Angels, l'exigence était tacite mais bien comprise. Les aspirants devaient faire preuve d'une fermeté exemplaire face à l'adversité. Perdre la face devant leurs rivaux pouvait coûter leur place. Ce code de la réputation, défendre l'honneur à tout prix, était profondément ancré dans l'identité du club. Et en octobre 2009, ce code allait se heurter violemment à la réalité. Par une fraîche soirée à Duisbourg, deux mondes allaient se rencontrer. Un aspirant Hells Angels au passé de bagarreur et un vétéran des Bandidos au passé violent. Ce qui suivit ne fut pas une simple rixe. Ce fut l'étincelle qui ralluma la guerre des motards en Allemagne et inscrivit à jamais le nom de Timur Akbulut dans les annales du crime organisé. La tension qui s'était accumulée depuis des années était sur le point d'atteindre son point de rupture en 4 coups de feu qui allaient résonner à travers toute l'Allemagne. La nuit du 8 octobre 2009, l'assassinat d'Apontomesatum Rudi Heinz Eschli Elten. La nuit du 8 octobre 2009 reste un moment charnière de la longue histoire des violences liées aux gangs de motards en Allemagne. Ce soir-là, la tension palpable entre deux clans hors la loi, les Hells Angels et les Bandidos, a finalement dégénéré en bain de sang. Au cœur de ce conflit se trouvait un homme qui, issu du monde des combats clandestins, avait gravi les échelons jusqu'au sommet de la hiérarchie motarde allemande, Timur Akbulut. Ce jeudi-là avait commencé comme tous les autres. La ville industrielle de Duisbourg s'était déjà installée dans la grisaille automnale. Les réverbères vacillaient sur les quartiers tranquilles, et la circulation habituelle ralentissait lentement sur les routes près du local des Bandidos. Parmi les voitures à l'arrêt à un feu rouge se trouvait un véhicule sombre transportant Timur Akbulut et son frère. Pour un passant, ce n'était qu'une voiture de plus attendant que le feu passe au vert. De l'autre côté de la rue, des membres des Bandidos s'étaient rassemblés devant leur local, une scène habituelle dans ce quartier. Parmi eux se trouvait Rudi Heinz Eschli Elten, un cadre du club. Elten avait un long et triste passé. Pendant des années, son nom avait figuré dans les fichiers de police pour des affaires de vol à main armée, d'extorsion et d'agression violente. Dans le milieu des motards, il était autant respecté que craint, un homme dont la réputation s'était forgée dans la confrontation. Ce qui se passa ensuite allait bouleverser leurs vies à jamais. Lorsque le véhicule d'Akbulut s'arrêta près du local des Bandidos, la présence d'un membre potentiel des Hells Angels, si près de leur territoire, attira immédiatement l'attention. Des témoins racontèrent un peu plus tard aux enquêteurs qu'une altercation avait eu lieu au feu rouge. La situation dégénéra rapidement. Akbulut, armé et sur les nerfs à vif dans le climat tendu du Rocker Krieg, réagit. En quelques secondes, 4 coups de feu retentirent. Une balle a touché Elten à la tête. Les autres ont ricoché contre les murs voisins, manquant de peu 2 passants qui se trouvaient à quelques mètres de là. Lorsque les coups de feu se sont dissipés, la rue était plongée dans la panique. Voitures qui zigzaguaient, cris, flash des caméras de surveillance enregistrant le chaos. À l'arrivée des premiers secours, Akbulut et son frère avaient déjà pris la fuite. Elten fut transporté à l'hôpital le plus proche, mais succomba à ses blessures peu après. Sa mort provoqua une onde de choc dans le milieu motard et à Duisbourg. En quelques heures, les Hells Angels et les Bandidos étaient en état d'alerte maximale. Ce meurtre n'était plus un crime isolé. Il était perçu comme un défi direct, un acte de guerre ouverte entre les 2 plus grands clubs de motards d'Europe. Le lendemain matin, Timur Akbulut s'est rendu à la police.
Accompagné de son avocat, il a reconnu son implication dans la fusillade, mais a affirmé avoir agi sous le coup de la menace et de la peur. L'enquête qui a suivi a été exhaustive. Les analyses balistiques ont confirmé que son arme était bien celle utilisée sur les lieux. Les experts médico-légaux ont reconstitué la trajectoire de chaque tir. Des témoignages ont été recueillis et des heures d'enregistrement de vidéosurveillance ont été visionnées. La presse allemande a couvert chaque étape de l'affaire. Les gros titres nationaux la présentaient comme l'événement qui avait relancé la guerre des motards en Allemagne. Des images de cordons de police, de tentes médico-légales et de vitrines brisées ont fait la une. Pour de nombreux citoyens, cet incident a été la première manifestation concrète de cette sous-culture violente qui se développait depuis des années dans l'ombre de la société allemande. Les autorités ont réagi promptement. Des descentes ont été menées dans les locaux des Hells Angels à travers la Ruhr. Armes à feu, couteaux et explosifs ont été saisis. Les patrouilles ont été renforcées aux abords des zones fréquentées par les motards à Essen, Bochum et Solingen. Malgré ces efforts, le cycle de représailles s'est poursuivi. Dans les semaines qui ont suivi la fusillade, plusieurs affrontements violents ont éclaté. Des bars attaqués, des voitures incendiées et, dans un cas, une grenade lancée contre une propriété des Hells Angels. Bien qu'elle n'ait pas explosé, le message était clair. La guerre avait repris. Dans le milieu motard, le nom d'Ak Bulut se répandit rapidement. Au sein des Hells Angels, il était perçu comme un homme ayant agi avec détermination en territoire ennemi. Une preuve de loyauté et de courage que peu pouvaient égaler. Pour le grand public et les forces de l'ordre, en revanche, il devint le symbole de l'escalade de l'anarchie et du code de violence interne qui caractérisait la sous-culture motarde. Pour Timur Ak Bulut, ce simple geste, presser la détente, allait marquer le reste de son existence. De figure discrète des salles de MMA allemandes, il devint un personnage central du crime organisé du pays. Les années suivantes allaient révéler si cet acte avait été un acte d'instinct, de peur ou de conviction. Mais dans l'immédiat, il n'y eut que chaos, sang et une certitude grandissante dans les villes allemandes. La Rockerkrieg entrait dans une nouvelle phase, plus meurtrière encore. Enquête, arrestation et reddition. Dans les heures qui suivirent la fusillade de Duisbourg, le chaos s'empara du milieu motard allemand. Les radios de la police grésillaient de rapports contradictoires. Les voitures de patrouille envahissaient les zones industrielles et les forces de l'ordre bouclaient les rues autour du local des Bandidos. Les équipes de police scientifiques travaillèrent toute la nuit sous les projecteurs, marquant les douilles à la craie et photographiant chaque vitre brisée. La question qui revenait sans cesse lors des réunions était simple. Où était Timur Ak Bulut? Le lendemain matin, la réponse ne vint pas d'une chasse à l'homme, mais se présenta aux portes d'un commissariat. Ak Bulut se rendit volontairement, accompagné de son avocat. Ce geste prit de court la police et les médias. La culture hors la loi allemande était réputée pour son silence. Ses membres se livraient rarement. Mais cet acte n'était pas un aveu. C'était une réponse calculée. Ak Bulut savait que les preuves étaient accablantes et se rendre lui offrait la possibilité de maîtriser son récit. Son arrestation a marqué le début de l'une des enquêtes criminelles les plus suivies d'Allemagne ces 10 dernières années. Les détectives de l'Office de police criminelle du Land, LKA, ont pris l'affaire en charge, conscients de sa sensibilité. Il ne s'agissait pas simplement d'un homicide, mais d'un événement susceptible de déclencher une guerre des gangs de motards à l'échelle nationale. Chaque décision devait être prise avec précision, chaque geste scruté par des factions rivales, prêtes à interpréter l'action de la police comme du favoritisme ou une provocation. La scène de crime ne laissait guère de place à l'ambiguïté.
4 douilles, correspondant à l'arme de poing, saisies ultérieurement chez Akbulut, furent retrouvées. Les analyses balistiques confirmèrent que le coup fatal avait été tiré à bout portant, ce qui correspondait à une confrontation directe. Les témoins oculaires décrivirent les événements de manière fragmentaire. Le véhicule arrêté au feu rouge, l'agitation près du clubhouse, la rafale de coups de feu. Certains témoignages se contredisaient, mais les grandes lignes restaient claires. Akbulut avait tiré. Au cours des jours suivants, Akbulut fut interrogé sous stricte surveillance. Il garda son sang-froid et ne répondit que par l'intermédiaire de Parsons, son avocat. Sa défense présenta une thèse constante. Il aurait agi par légitime défense, se croyant sa vie en danger imminent. Les enquêteurs soupçonnaient toutefois que l'orgueil et la rivalité avaient joué un rôle plus important que la peur. La frénésie médiatique s'intensifiait. Les médias repassaient en boucle les événements. Un aspirant Hells Angel abattant un membre important des Bandidos en plein jour. Les commentateurs disséquèrent l'affaire dans les émissions de télévision, la présentant comme un symbole de la montée de la violence organisée en Allemagne. Pour le citoyen lambda, l'histoire avait des allures de film. 2 gangs, une confrontation, un coup de feu. Mais pour la police, c'était un véritable casse-tête logistique. Les autorités craignaient des représailles avant même le début du procès. Des alertes de sécurité ont été diffusées dans tout le pays. La surveillance a été renforcée dans tous les locaux des Hells Angels et des Bandidos. À Bochum et Solingen, des policiers se relayaient pour garder les palais de justice, tandis que des fourgons blindés transportaient les membres clés sous forte escorte. Les forces de l'ordre ont même surveillé les préparatifs des funérailles de Rudi Heinz Elten, anticipant que le rassemblement puisse servir de prétexte à des représailles. Les funérailles d'Elten, 2 semaines plus tard, confirmèrent ces craintes. Plus de 1500 bandidos venus de toute l'Europe y assistèrent, formant de longs convois qui transformèrent dans les autoroutes en véritables défilés de moteurs vrombissants. Le dispositif policier était impressionnant. Hélicoptères, unités tactiques et barrages routiers encerclèrent le cimetière. L'opération coûta à l'État près de 600 000 €. Et bien qu'aucun incident majeur ne se soit produit, le message était clair. Il ne s'agissait pas d'un règlement de comptes isolés. Les Hells Angels avaient tué l'un des leurs et le compte ne resterait pas en suspens. De retour en détention, Timur Akbulut patienta. Des mois s'écoulèrent entre les audiences, le temps que les procureurs rassemblent preuves et témoins. Chaque nouvelle étape de l'affaire était suivie par les caméras. Transféré entre des centres de détention sécurisés pour éviter d'éventuelles agressions, son image, calme, impassible, le crâne rasé, devint omniprésente dans les médias allemands. La presse le décrivait comme le combattant devenu hors la loi. Un homme dont la vie symbolisait désormais à la fois la force physique et la déchéance morale de la sous-culture dont il était issu. Pour les enquêteurs, cette affaire révélait bien plus qu'un simple meurtre. Elle prouvait que le conflit entre motards en Allemagne avait atteint un nouveau paroxysme. Les fusillades publiques avaient remplacé l'intimidation et la fraternité exigeait le sang. La justice subissait une pression immense pour faire un exemple, non seulement pour rendre justice à Elten, mais aussi pour avertir les 2 clubs que l'État ne resterait pas les bras croisés dans leur guerre. Au moment où la date du procès fut fixée au printemps 2010, l'affaire Akbulut, autrefois simple dossier criminel, était devenue un véritable spectacle national. Des points de contrôle furent installés devant le tribunal de Duisbourg, des tireurs d'élite postés sur les toits avoisinants, et les policiers contrôlaient systématiquement chaque spectateur entrant dans le bâtiment. 2 groupes se tenaient dans les gradins. D'un côté, les Hells Angels, de l'autre, les Bandidos, séparés par des rangées de policiers en gilets pare-balles. Le décor était planté pour l'un des procès de motards les plus intenses de l'histoire allemande.
Pour l'accusation, l'objectif était clair. Prouver que Timur Akbulut avait agi non par peur, mais par arrogance. Pour la défense, c'était une question de survie, une tentative désespérée de présenter l'acte comme une réaction et non comme une ambition. Entre ces deux versions se jouait le destin d'un homme et peut-être aussi la fragile paix des rues allemandes. Procès, verdict et sentence. Le procès de Timur Akbulut s'est ouvert au printemps 2010 au tribunal de district de Duisbourg, sous un dispositif de sécurité digne des affaires de terrorisme à haut risque. Le bâtiment était encerclé de véhicules blindés de la police et des agents en tenue tactique étaient postés aux entrées. À l'intérieur de la salle d'audience, 2 groupes étaient assis sous surveillance constante. D'un côté, des membres des Hells Angels, de l'autre, des bandidos. Le risque de violence était tel que des policiers en civil étaient placés parmi les spectateurs et chaque personne présente était fouillée avant d'être autorisée à entrer. L'Allemagne avait déjà connu des procès pour crimes organisés, mais celui-ci revêtait une toute autre importance. Il ne s'agissait pas simplement de la culpabilité ou de l'innocence d'un homme, mais de rétablir le contrôle de l'État sur un conflit qui avait commencé à déborder sur la sphère publique. L'assassinat de Rudi Heinz et Schließ Elten avait captivé l'attention nationale. Désormais, le pays observait si son système judiciaire parviendrait à contenir le chaos qui s'ensuivait. Lorsque Timur Akbulut entra dans la salle d'audience, les appareils photos crépitèrent. Vêtu en civil, son expression était indéchiffrable. Pour certains, il paraissait défiant, pour d'autres, résigné. La presse le qualifia tour à tour de tueur de sang-froid et de soldat de la guerre des motards. Mais à l'intérieur de la salle, toutes ces étiquettes s'estompèrent pour ne laisser place qu'à une seule question. Que s'était-il réellement passé cette nuit d'octobre 2009 ? L'accusation a présenté des arguments clairs. Akbulut, selon elle, n'avait pas agi en légitime défense, mais avec une agression délibérée. Elle a reconstitué le déroulement des faits grâce à l'analyse balistique, aux témoignages oculaires et à la cartographie médico-légale des trajectoires des balles. Les coups de feu, a-t-elle soutenu, ont été tirés calmement et avec une grande rapidité, et non sous le coup de la panique d'un homme attaqué. La balle mortelle a atteint Elten à la tête à bout portant, ce qui correspond à une exécution. Les procureurs ont souligné que les 2 hommes appartenaient à des organisations rivales, engagées dans une lutte acharnée qui s'envenimait. La confrontation, ont-ils insisté, n'était pas spontanée mais inévitable. Une rencontre fortuite qui avait dégénéré en affirmation de pouvoir. Selon leur version des faits, Akbulut avait aperçu Elten, l'avait reconnu et avait décidé de lui envoyer un message. La défense, menée par un avocat pénaliste chevronné, a présenté une version différente des faits. Selon elle, Akbulut avait été provoqué et croyait sincèrement que sa vie était en danger. Elten, un homme connu pour ses antécédents de violence, se serait approché de la voiture de manière menaçante. Akbulut, ont-ils affirmé, n'a eu que quelques secondes pour réagir. Ses actes, bien que tragiques, étaient motivés par la peur et non par la malice. Pendant plusieurs semaines, le tribunal est devenu le théâtre de 2 visions opposées de la justice. L'accusation évoquait le contrôle et la fierté. La défense, la panique et l'instinct de survie. Les 2 parties ont fait référence à la culture des rivalités entre motards, où l'intimidation et la réputation dictaient les comportements. Des experts du crime organisé ont témoigné des codes tacites qui régissaient ces clubs. La loyauté, la vengeance et l'impératif absolu de ne jamais paraître faible. Le message était clair. Dans ce monde, l'hésitation pouvait être fatale. Durant le procès, la tension était palpable. Les journalistes
ont remarqué que les policiers postés dans la salle d'audience ne lâchaient quasiment jamais leurs armes. À l'extérieur, des convois de motos passaient régulièrement devant le palais de justice, leurs moteurs vrombissant comme un rappel de la guerre qui se poursuivait au-delà des murs. Au fil des semaines, une chose est devenue évidente. L'affaire dépassait le simple verdict pénal. Il s'agissait d'une confrontation symbolique entre deux systèmes d'ordre, l'état de droit et la loi de la rue. Le 30 août 2010, après des mois de témoignages et de délibérations, le tribunal de district de Duisbourg a rendu son verdict. Timur Akbulut a été reconnu coupable d'homicide involontaire et non de meurtre. Cette distinction était essentielle. Le tribunal a estimé que, bien que l'acte ait été intentionnel, il ne présentait pas les caractéristiques de préméditation ou de traîtrise requises pour une condamnation pour meurtre en vertu du droit allemand. Il a été condamné à 11 ans de prison. Le tribunal a rejeté sa thèse de légitime défense, mais a reconnu que l'incident était le fruit d'une altercation tendue et non d'un assassinat prémédité. Le juge a qualifié la fusillade de démonstration de force. Un acte destiné à préserver l'honneur et la réputation dans un monde où la violence était souvent la norme. Le silence régnait dans la salle d'audience pendant la lecture du verdict. Dehors, la réaction fut immédiate. Pour les Hells Angels, le verdict était sévère, mais acceptable, signe qu'Akbulut purgerait sa peine et, peut-être, reviendrait fidèle à son groupe. Pour les Bandidos, c'était une insulte, une peine réduite pour celui qui avait tué l'un des leurs. Le jugement ne contribua guère à apaiser les tensions entre les deux groupes. Dans les mois qui suivirent, de violents affrontements se poursuivirent à travers l'Allemagne. La police enregistra de nombreuses agressions, des représailles et des attentats à la bombe incendiaire liés à cette querelle. La guerre des motards, qui avait débuté dans le silence, faisait désormais la une des journaux presque chaque semaine. Et derrière les barreaux, le nom de Timur Akbulut devint un cri de ralliement, un symbole de rébellion pour certains, d'anarchie pour d'autres. Pour le tribunal, le procès visait à rétablir l'ordre. Pour le public, il offrait un aperçu d'un monde régi par la hiérarchie, le silence et la loyauté indéfectible. Et pour Akbulut lui-même, il marquait le début d'un nouveau chapitre. Une vie désormais définie non plus par les combats sur un ring ou dans la rue, mais par les années passées derrière des murs de béton, accablé par le poids d'une décision qui avait bouleversé le paysage criminel allemand. Conséquence, impact sur les conflits et les représailles des rockers. Le verdict rendu dans l'affaire Timur Akbulut n'a pas mis fin au conflit entre motards en Allemagne. Il l'a au contraire exacerbé. Ce qui s'est passé dans le tribunal de Duisbourg en août 2010 a été perçu par beaucoup comme l'étincelle qui a rallumé une guerre déjà latente. Alors qu'Akbulut commençait à purger sa peine de 11 ans. Le pays s'enfonçait toujours plus dans un cycle de vengeance violente qui s'étendait de la Rhénanie du Nord-Westphalie jusqu'au port de Hambourg et de Kiel. Quelques heures après le verdict, les forces de l'ordre ont émis des avertissements internes concernant d'éventuelles représailles. Les Bandidos, endeuillés par la mort de leurs membres, Rudi Heinz, Ashley, Elten, étaient censés riposter. Les Hells Angels, célébrant encore ce qu'ils considéraient comme un acte de loyauté au sein de leur rang, ont fortifié leurs locaux. La paix que la police espérait rétablir grâce à la condamnation d'Akbulut s'est avérée illusoire. Il n'était ni le chef d'un empire, ni le fondateur d'un gang, mais son histoire avait une force narrative digne d'un film. Un combattant, une fusillade, un procès et un verdict qui a secoué tout un pays. Des documentaires télévisés ont rapidement suivi. Des émissions policières ont consacré des épisodes spéciaux à la montée en puissance des clubs de motards.
illustrant comment des groupes comme les Hells Angels et les Bandidos étaient passés de confréries contre-culturelles à de véritables organisations criminelles. Lors de la diffusion du reportage sur Ak Bulut, des images d'archives de ses débuts en MMA ont souvent été utilisées. Un jeune homme donnant des coups de poing sous les projecteurs crus des rings clandestins, ignorant que sa véritable renommée viendrait non pas du sport, mais d'un tribunal. L'opinion publique est très partagée. Pour la plupart des gens, Ak Bulut était un homme dangereux, l'incarnation même de la violence et de l'anarchie. Mais au sein de la contre-culture allemande, fascinée par les hors-la-loi, un autre récit s'est forgé. Parmi les adeptes de la culture motarde, des tatouages de prison et des bars à heavy metal, le nom d'Ak Bulut était prononcé avec une sorte de respect morbide. Forums et réseaux sociaux le décrivaient comme un homme qui tenait bon, qui vivait selon les anciens codes de la fraternité et du respect des conséquences. Une distorsion de la réalité, certes, mais qui s'est propagée rapidement dans un monde numérique où la frontière entre notoriété et légende s'estompe. Les forces de l'ordre ont observé cette transformation avec inquiétude. L'Office fédéral de police criminelle, BKA, a constaté que des individus comme Ak Bulut, quels que soient leurs crimes, pouvaient devenir des anti-héros dans certains cercles en ligne. Ces photos d'identité judiciaire et ces clichés d'audience étaient partagés non pas comme des avertissements, mais comme des emblèmes, recadrés, stylisés et accompagnés de citations sur la loyauté et le silence. Ce que le système judiciaire considérait comme de la dissuasion. La clandestinité le percevait comme une validation. Parallèlement, les médias traditionnels n'ont pu résister à l'attrait de ce contraste narratif. Les journaux ont juxtaposé des images du convoi pénitentiaire d'Ak Bulut, des fourgons blindés de la police escortés par des motos, à des photos de motards ordinaires dans des paysages ouverts, soulignant ainsi le paradoxe de la culture motarde, la liberté muée en emprisonnement. Écrivains et chroniqueurs se sont interrogés sur la façon dont un homme autrefois entraîné pour la compétition était devenu un symbole du chaos. Ils l'ont décrit comme un produit de deux mondes, suffisamment discipliné pour le sport, suffisamment rebelle pour le crime. Dans les années qui suivirent sa condamnation, son absence ne fit qu'alimenter le mythe. Très peu d'informations filtraient de prison, ce qui le rendit encore plus mystérieux. Il n'accorda aucune interview, ne publia aucune déclaration et n'entretint aucune correspondance publique. Ce silence joua en sa faveur. Dans un paysage médiatique saturé de bruit, le silence imposait une certaine gravité. En 2013, alors que la guerre des gangs de motards en Allemagne faisait toujours la une des journaux, l'image d'Ak Bulut a commencé à réapparaître dans les rétrospectives sur le crime organisé. Les reportages télévisés revenaient sur son cas à chaque nouvelle flambée de violence liée aux motards. Chaque incident était replacé dans le contexte d'une réaction en chaîne remontant à cette nuit de 2009. Même lorsqu'il n'était pas nommément cité, les journalistes parlaient de la fusillade de Duisbourg pour désigner le moment où la violence des motards en Allemagne a pris une dimension nationale. L'affaire a également été relayée par les médias internationaux. Les médias scandinaves et néerlandais, où les conflits entre motards se multipliaient eux aussi, ont cité le cas d'Ak Bulut comme un avertissement quant à la rapidité avec laquelle les rivalités pouvaient dégénérer une fois le sang versé. Son nom est apparu dans les débats politiques et les rapports des forces de l'ordre concernant les réseaux criminels transnationaux liés au trafic de motards. La fascination du public s'est maintenue en partie parce que l'histoire permettait de concilier des contradictions. Le parcours d'Ak Bulut, un combattant professionnel issu d'une famille d'immigrés devenu l'emblème d'une guerre de motards en Allemagne, illustrait des thèmes plus larges comme l'intégration, la masculinité et la quête d'identité au sein des classes populaires urbaines européennes. Des universitaires
ont par la suite fait référence à son cas dans des travaux de criminologie analysant les liens entre culture sportive, crime organisé et psychologie des groupes. Au fil du temps, la représentation médiatique d'Akbulut a évolué, passant de l'homme à ce qu'il incarnait, le moment où la contrebande a basculé de la rébellion privée à la crise nationale. Chaque récit l'a simplifié davantage, le combattant de MMA devenu Hells Angel, le prospect qui a appuyé sur la gâchette, l'homme dont l'acte a embrasé le milieu criminel allemand. Au milieu des années 2010, tandis que de nouvelles générations de motards émergeaient et que les figures plus anciennes disparaissaient, son histoire restait ancrée dans l'imaginaire collectif, dans le flot incessant de documentaires sur le crime et de discussions en ligne. Timur Akbulut était devenu ce que peu de criminels deviennent. Non pas un simple dossier, mais un personnage, une image projetée sur le public selon ses propres désirs, qu'il s'agisse de loyauté, de rébellion ou de destruction. Et tandis que l'Allemagne continuait de durcir sa législation contre les clubs hors la loi, l'homme, au centre de tout cela, restait silencieux, un fantôme de la guerre des motards qui hantait encore la mémoire du pays. Structure des clubs de motards hors la loi en Allemagne. Lorsque Timur Akbulut a rejoint les Hells Angels, il n'intégrait pas simplement un groupe de motards. Il entrait dans un système fondé sur la hiérarchie, les rituels et le contrôle. Les clubs de motards hors la loi en Allemagne fonctionnaient comme des confréries paramilitaires. Chaque écusson, chaque titre, chaque geste avait une signification. Le public voyait du cuir et des motos. Les initiés, eux, voyaient discipline, loyauté et une loi tacite. Les Hells Angels, ainsi que leurs rivaux comme les Bandidos, les Outlaws et le Gremium MC, formaient ce que les forces de l'ordre appelaient la Rockerkriminalität, le crime organisé lié aux motards. Ces clubs ressemblaient en apparence à des groupes sociaux, mais sous le vrombissement des moteurs se cachait une structure aussi rigide qu'une hiérarchie militaire. Chaque club était divisé en sections, portant le nom de leur ville. Hells Angels Hamburg, Hells Angels Hanovre, Bandidos Duisburg, etc. Chaque section agissait de manière indépendante, mais suivait le même code et la même hiérarchie. À sa tête se trouvait le président, le dirigeant qui représentait la section et décidait des affaires internes. À ses côtés, le vice-président veillait à la discipline et le remplaçait en son absence. Le sergent d'armes s'assurait du respect des règles et du maintien de la sécurité, aussi bien au sein du local que lors des affrontements. Le trésorier gérait les finances du club, souvent des activités légales, et des revenus clandestins, tandis que le capitaine de route organisait les déplacements et la logistique des apparitions publiques du groupe. En dessous des officiers se trouvaient les membres à part entière. Des hommes qui avaient mérité le droit de porter l'insigne complet du club. L'écusson supérieur incurvé portant le nom du club, l'emblème central et l'écusson inférieur, indiquant la ville ou la région. Cet insigne était sacré. Il n'appartenait pas à l'individu, mais au club lui-même. Le perdre, le vendre ou le porter sans autorisation était considéré comme une trahison. En dessous des membres à part entière se trouvaient les aspirants, des recrues, encore à l'épreuve. Ces hommes, comme Akbulut en son temps, vivaient sous surveillance constante. Chaque jour était une épreuve de patience et d'obéissance. Les aspirants servaient les boissons lors des Hambatan, réunions, nettoyaient les vélos, gardaient les entrées et prouvaient leur loyauté par des moyens parfois illégaux. Tant qu'un membre à part entière ne les avait pas élus, ils restaient dans une situation d'incertitude. Pas encore frères, mais plus des étrangers non plus. Autour des clubs principaux se trouvaient des clubs de soutien, des groupes plus petits qui prêtaient allégeance à une organisation plus importante. Chez les Hells Angels,
On trouvait par exemple les Red Devils MC, les Lost Souls MC et d'autres. Chez les Bandidos, il s'agissait des Grim Reapers MC ou des Diablos MC. Ces clubs affiliés constituaient la couche externe du système, effectuant des missions de moindre envergure, recrutant de nouveaux membres, et maintenant une présence visible dans les zones où la pression policière avait contraint les clubs principaux à la clandestinité. Ensemble, ces réseaux formèrent une structure nationale. Les sections réparties dans toute l'Allemagne. Ceux coordonnés par le biais de conseils régionaux, dont les présidents et les membres les plus influents se réunissaient pour régler les différends et discuter de l'expansion. L'influence de ces clubs dépassait le cadre de la moto et s'étendait aux bars, aux clubs de striptease et aux sociétés de sécurité privée. Pour le profane, il s'agissait simplement de la vie nocturne. Pour les enquêteurs, c'était un contrôle organisé de pans entiers de l'économie. À la fin des années 2000, lorsqu'Akbulut gravit les échelons des Hells Angels, la structure de ces clubs était déjà solidement ancrée. Les Hells Angels MC d'Allemagne étaient l'une des plus importantes organisations criminelles d'Europe, avec des centaines de membres répartis dans de grandes villes comme Hambourg, Cologne, Francfort et Hanovre. Les Bandidos, leurs principaux rivaux, avaient tissé des réseaux similaires en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Bavière et en Basse-Saxe. La rivalité entre ces organisations n'était pas seulement idéologique, elle était aussi territoriale. Chaque section revendiquait des bars, des quartiers et des régions comme son territoire. Le droit de porter un écusson dans une ville spécifique symbolisait la propriété, et toute tentative d'ouvrir un local rival à proximité était perçue comme un acte d'agression. Ces conflits dégénéraient souvent en violence, les fusillades, les coups de couteau et les attentats à la bombe étant devenus monnaie courante dans les rapports de police des années 2000. Au sein des clubs, la discipline était absolue. La désobéissance pouvait entraîner une rétrogradation ou une exclusion. La trahison ou la collaboration avec les forces de l'ordre était souvent synonyme de représailles. Les Hells Angels appliquaient leur code en interne. La menace de violence suffisait à maintenir l'ordre. Les membres étaient liés par une loyauté qui transcendait la peur de la loi. Dans ce monde, la réputation était une question de survie. Les couleurs, les écussons apposés au dos de leur veste avaient une signification profonde. Pour les Hells Angels, c'était le crâne ailé surnommé Death Head, bordé de rouge et de blanc. Pour les Bandidos, c'était la caricature d'un hors-la-loi coiffé d'un sombrero, armé d'une machette et d'un pistolet. Ces emblèmes n'étaient pas de simples symboles d'appartenance. C'étaient des marques déposées, propriété des organisations internationales qui en réglementaient l'usage. Les porter sans autorisation pouvaient entraîner des conséquences aussi graves que des agressions physiques. Les autorités allemandes ont passé des décennies à tenter de démanteler ce système. Dans des villes comme Hambourg, Brême et Hanovre, des sections entières ont été interdites et l'affichage public des insignes de clubs est devenu illégal. Cependant, l'application de ces mesures avait ses limites. De nouvelles sections ont vu le jour sous d'autres noms ou par le biais de clubs affiliés, préservant ainsi le réseau tout en évitant les infractions techniques. Le recrutement se poursuivit malgré les interdictions. Les clubs ciblaient souvent de jeunes hommes issus de l'immigration, d'anciens soldats ou des combattants, des individus habitués à la discipline et aux affrontements physiques. C'était un monde où l'agressivité était respectée, la loyauté était une valeur sûre et le silence une armure. Des combattants comme Akbulut s'intégraient parfaitement à ce profil. Son expérience en arts martiaux mixtes, sa réputation d'endurance et sa confiance tranquille faisaient de lui une recrue idéale.
Au sein de la hiérarchie des Hells Angels, la valeur d'un homme ne se mesurait pas à sa richesse, mais à sa volonté de défendre l'honneur du club. Ce principe, la chaîne indéfectible de l'honneur et de la vengeance, régissait chaque conflit, de la plus petite bagarre de bar aux guerres de motards, qui allaient marquer la vie d'Akbulut à travers le pays.